Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau Coffee Shot, le 10e. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Cesare qui vient nous Bonjour. parler de Ecofi et Bonjour. et de toute sa vision ESG. Bonjour, et merci encore une fois pour l'invitation. De rien, on est ravis de pouvoir avoir un acteur comme Ecofi qui a quand même toute une large partie de sa gamme, pour pas dire la totalité de sa gestion ISR. Euh, alors, j'ai souvent tendance à commencer les interventions par une question assez classique pour Ecofi, mais même pour vous à titre individuel. Depuis combien de temps vous intéressez-vous à l'extra-financier? Et quelque part, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette matière, si je puis dire, un peu particulière? Bien sûr, oui. En fait, je m'occupe de OSG depuis mon diplôme en 2009. En fait, j'ai fait mes études supérieures à l'université Bocconi de Milan et j'ai obtenu un master 1 en management d'entreprise et un master 2 surtout en RSE, donc en responsabilité sociale d'entreprise et en gestion des entreprises sociales et solidaires. Donc, en fait, dès mes études, j'ai su que je voulais m'occuper d'analyse extra-financière et de travailler pour des sociétés engagées sur ces sujets de la responsabilité sociale. Et pourquoi j'ai commencé ça? En fait, j'ai été vraiment passionné, en particulier déjà à l'époque, de l'idée de pouvoir analyser les impacts non économiques des activités économiques, comme les sociétés. Et donc, cette capacité donc de prendre en compte des sujets non financiers dans les activités financières, c'est quelque chose qui m'est passionné beaucoup. Et donc, après 2 stages en Italie chez une ONG et dans un centre de recherche sur la finance responsable, j'ai démarré ma carrière dans les groupes Banca Popolare Etica, qui est la banque dédiée à l'économie sociale et solidaire en Italie, et avant comme analyste ESG et après comme responsable de la responsabilité sociale d'entreprise. Voilà. Donc, au cours de ces années, je suis devenu analyste financier et aussi à travers un diplôme, je suis devenu donc analyste ESG. Et depuis février 2017, je suis responsable ISR d'Ecofi, qui est la société de gestion du crédit coopératif, qui est la banque des références de l'économie sociale et solidaire en France, en tant que responsable ISR. D'accord. Et alors, vous avez un petit peu suivi, enfin, vous j'imagine dynamisé aussi le parcours ESG, enfin extra-financier d'Ecofi. Euh, Depuis que vous êtes arrivé, ou peut-être avant, je ne sais pas si vous avez l'historique, mais quand on se lance dans une démarche ESG, quand on se lance dans un projet, de toute façon, on fait toujours des erreurs. Et j'ai envie de dire, quelle est la boulette, quelle est l'erreur que vous avez faite chez Ecofi dans cette démarche? C'est être trop confiant, être trop pas assez téméraire? Quel a été le... Non, c'est une très bonne question, parce qu'on parle souvent des choses qu'on fait bien, mais on ne parle pas assez souvent parfois des choses qu'on aurait pu faire mieux, effectivement. Mmh. Ça concerne pas vraiment mon expérience chez Kofi, mais c'est vrai que quand j'ai démarré ma carrière, quand j'étais un peu plus jeune, en tant qu'analyste junior, je me laissé peut-être un peu trop influencer ou convaincre pendant mes analyses de mes interlocuteurs. Donc, qui Mmh. pouvaient être soit les ONG, qui pouvait me donner une vision peut-être parfois un peu trop extrémiste ou négative concernant les comportements d'une société. Mais mes interlocuteurs pouvaient être aussi les sociétés mêmes, qui étaient plutôt, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, vigilantes à défendre leur réputation avec des déclarations, on peut dire, pas toujours représentatives de la réalité, à la limite Ouais. du greenwashing. Et avec les années, j'ai appris qu'à la base du métier de l'analyste ESG, il y a surtout la recherche de l'équilibre entre les visions des choses des deux côtés. Donc, on a toujours les côtés des sociétés, mais aussi la vision des parties prenantes externes, comme encore une fois les ONG, les syndicats, les associations, la presse, voilà. Et l'idée, donc, c'est de mélanger dans un rapport ces deux visions d'une façon la plus objective possible. Ouais, je comprends. Ça, c'est sûr que déjà sur la partie financière, ce biais existe et pourtant il a été un peu gommé avec la standardisation des démarches comptables internationales. Autant sur l'extra-financier qui est encore une matière en vivante, qui se cherche, hein, en fait, on n'a aucun standard. C'est vrai que j'imagine très bien qu'on puisse plus facilement se perdre dans les déclarations ou en tout cas peut-être se laisser convaincre hein, par des argumentaires comme vous l'avez dit, hein, de toutes parts. Euh. Et alors, du coup,
par rapport à la démarche d'Ecofi, parce que du coup, vous avez une démarche un peu large, notamment personnelle, en partant d'une banque pour arriver à une société de gestion. Euh, on va dire chez Ecofi, est-ce qu'il y a une spécificité dans la démarche extra-financière d'Ecofi? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, vous surpondérez certains facteurs, vous avez des exclusions fortes ou au contraire, vous avez choisi de ne pas faire d'exclusion? Comment vous fonctionnez? Oui, en fait, nous avons une approche exigeante sous l'ISR qui prévoit l'application d'un processus appliqué en amont à la gestion financière qui est appliqué à 100% de la gamme des non-fonds ouverts, donc on vous le disait avant. Et en fait, notre filtre ESG prévoit plusieurs critères d'exclusion et de sélection. Pour bien répondre à votre question, je trouve que parmi ces critères, peut-être celui plus spécifique de notre démarche est celui sur la responsabilité fiscale. En fait, nous excluons les sociétés qui sont implantées dans des pays qui, selon notre méthodologie, sont considérés comme des paradis fiscaux. Okay. Cette liste actuellement est composée par 71 pays comme Monaco, l'île de Jersey, l'île Caïman, dont nous excluons déjà la dette émise par ces pays-là, mais surtout les sociétés qui ont décidé d'implanter leur siège fiscal dans ces pays-là. Nous complétons cette approche par un engagement actionnarial fort. Et en effet, nous demandons aux sociétés de mieux, de plus prendre en compte les enjeux ESG dans la responsabilité fiscale, mais pas que, aussi la transition énergétique, les respects des droits de l'homme, dans leur stratégie et dans leur modèle de gestion des risques. Et donc, en fait, je crois que cette démarche aussi des dialogues, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN. Et l'effet de dialoguer avec une société pour sensibiliser les managements sur l'importance de la prise en compte de ces sujets, c'est très important. Nous faisons ça d'une façon directe, donc nous, vis-à-vis des sociétés, mais aussi à travers des actions, des dialogues collectifs qui sont menés à travers des coalitions d'investisseurs dont nous sommes membres, voilà, dont nous sommes membres de plusieurs associations, plusieurs coalitions d'investisseurs, dont je cite en particulier une dont on est membre fondateur, qui s'appelle Shareholders for Change, qui est un petit réseau d'investisseurs composé par 13 investisseurs européens, très engagés sur les sujets de l'ESG et de l'ISR, et dont l'idée, c'est d'avoir un poids majeur et donc un impact majeur aussi. Et du coup, ce dialogue, il se fait principalement par les votes en assemblée, ou vous avez un canal de discussion séparé, ou comment vous vous organisez? Les deux, effectivement. En fait, les moments plus importants peut-être dans la saison, dans la vie d'un actionnaire, c'est sûrement, comme vous l'avez dit, l'assemblée générale d'une société. Mais nous dialoguons avec les sociétés qui sont investies par nos portefeuilles au cours de toute l'année, à travers des calls, des meetings, des réunions, avec les sociétés. En particulier, notre contact principal, c'est l'Investor Relation, qui en fait organise pour nous après des réunions avec les départements des sociétés qui sont concernés par les questions sur lesquelles nous avons travaillé. Donc, nous rencontrons souvent, par exemple, les responsables ressources humaines, les responsables développement durable, les responsables conformité, en fonction, bien sûr, des questions que nous avons préparées. Ouais. Nous focalisons par contre nos activités des dialogues avec les sociétés qui ont été impliquées dans des controverses. Voilà, comme je le disais avant, ces sujets peuvent concerner la responsabilité fiscale, mais pas que les droits de l'homme, la transition énergétique, la parité en femmes et beaucoup d'autres. D'accord. Et du coup, pour donner un ordre d'idée, ça représente combien d'AG, parce que c'est un gros travail, hein, toutes les sociétés de gestion sont censées suivre une majorité des votes en AG des sociétés dans lesquelles elles sont investies, mais la réalité, c'est que c'est compliqué à suivre. Vous, c'est déjà combien de sociétés à suivre activement? Alors, nous votons aux assemblées générales de toutes les sociétés qui sont investies par nos fonds actions déjà. Nous n'avons pas encore les données 2021, mais en 2020, nous avons voté à 272 assemblées générales en France et à l'étranger. Et nous dialoguons directement avec 10 sociétés par an, mais tous les ans, par exemple l'an dernier, nous avons soutenu 16 initiatives des dialogues collectifs, donc à travers par exemple Shareholder for Change dont j'ai parlé avant, mais pas que, même les CDP, les PRI des Nations Unies ou Access to Medicine Foundation, donc
Ça, c'est des exemples des coalitions dont nous sommes membres. Et à travers ces 16 initiatives de dialogue collectif, nous avons pu challenger, contacter 132 sociétés différentes investies par nos portefeuilles. Ça fait un sacré chiffre. Alors du coup, là, on parle beaucoup de gouvernance, hein, et vous avez cité que vous étiez particulièrement attentif à tout ce qui était lié aux controverses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous basez sur, du coup, comment ça fonctionne? Vous allez chercher de la donnée chez des fournisseurs de données qui compulsent tout ça pour vous, et donc qui vous envoient les controverses. Est-ce que c'est une recherche 100% interne? Est-ce que c'est un mix des deux? C'est un mix des deux, effectivement. Alors, nous appliquons donc un filtre ESG tous les mois. Donc, tous les mois, nous faisons la mise à jour de l'univers éligible qui est composé par la liste des sociétés qui peuvent être investies par nos portefeuilles. Cette mise à jour est composée à travers 3 étapes de sélection. Nous avons une première étape de sélection qui vise à exclure les paradis fiscaux dont nous avons déjà parlé et l'exclusion aussi de certains critères, certains secteurs qui ne sont pas en ligne avec nos valeurs et nos sensibilités. Des choses comme l'armement ou ce genre de choses, quoi. Nous excluons déjà tout ce qui est lié aux armements controversés, mais nous excluons aussi les sociétés qui sont impliquées dans les jeux d'argent, dans les tabacs, dans les charbons. Je souligne qu'à partir du 1er janvier 2022, on va exclure aussi les sociétés qui sont impliquées dans les énergies fossiles non conventionnelles, comme les sables bitumineuses, les gaz de schiste, les forages très profonds, les forages en Arctique. Et nous allons commencer aussi une démarche d'exclusion des sociétés impliquées dans les pétroles. Ça, c'est la première étape des sélections. La deuxième vise à noter les sociétés d'un point de vue ESG. Et donc, nous excluons les sociétés mal notées et nous sélectionnons bien sûr les sociétés bien notées à travers une méthodologie assez complexe, composée par 330 indicateurs ESG, donc de la parité en femmes, la transition énergétique, la gouvernance, bien sûr. Je crois qu'on n'a pas le temps forcément de rentrer dans tous les détails. Oh, ouais. La dernière étape des sélections prévoit l'exclusion, comme vous l'avez dit avant, des controverses. Donc, nous excluons les sociétés qui ont été impliquées dans des controverses graves. Pour appliquer cette démarche ESG, nous nous basons sur la recherche qui nous est fournie par des fournisseurs de données ESG et ces données sont retravaillées par notre département ESG avec des analyses ad hoc. D'accord. Et alors, c'est déjà un process assez rodé, etc. Donc c'est bien, ça, vous avez une certaine maturité autour de toutes ces problématiques extra-financières. Donc j'ai envie de vous demander, mais pour vous, quelle va être la next step de notre métier? Là, je ne parle pas que d'Ecofi, mais pour vous, l'ESG, là, comme je disais, on se cherche aujourd'hui, hein, on va aller chercher de la donnée, je veux dire, ça explose le nombre de méthodos, de normes. Pour vous, c'est quoi l'avenir là, dans les 3-5 ans? Je crois que l'avenir, de l'extra-financière reste l'intégration de plus en plus forte avec les financiers. Nous sommes convaincus que cette approche ESG, effectivement, le fait d'appliquer une démarche ESG comme celle que je vous ai présentée avant, permet effectivement de mieux maîtriser les risques dans nos portefeuilles et qu'il est possible d'allier donc performance financière et respect de l'homme et de la planète. Et je crois qu'il est indéniable que la prise en compte des critères ESG permet carrément de mieux maîtriser certaines typologies des risques qui ne sont pas forcément prises en compte par une analyse traditionnelle, comme les risques des réputations, les risques des réglementations, parce que nous savons qu'il y a de plus en plus de nouvelles lois qui concernent les comportements des sociétés, notamment concernant certains sujets liés au social ou l'environnement, comme les droits de traitance. C'est un exemple, la loi climat, bien sûr. Il y a d'autres risques qui peuvent être mieux maîtrisés grâce à l'analyse ESG, comme les risques des marchés, parce qu'il y a de plus en plus de clients qui sont vigilants et demandeurs des aspects rigoureux concernant les performances sociales et environnementales, mais aussi les risques de mauvaise gestion des relations avec les parties prenantes, comme par exemple les salariés. Donc, en fait, l'effet d'appliquer cette démarche ESG permet aussi d'éviter des mauvais cas d'investissement. Et l'augmentation exponentielle des risques de réputation et la prise de conscience collective par exemple, du réchauffement climatique avec des conséquences sociales très, très lourdes sont à la base, en fait, de la montée des puissances de l'ISR. Donc, je crois, pour répondre à votre question, je crois que effectivement, le futur de l'extra-financier, c'est vraiment intégrer cette idée qu'il faut lui donner la même importance par rapport à l'analyse financière.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Cesare pour votre temps, pour avoir pris, et aussi votre pédagogie, parce que vous avez réussi à nous expliquer assez, sereinement, votre méthodo, la façon dont vous abordez, l'ESG chez Ecofi. Hem Merci. Je souhaite à tout le monde une très bonne semaine, puisqu'on a on a été très bavard. On arrive, au bout, de notre présentation. On va tous vous laisser, aller vous faire couler un café avant de reprendre votre réunion de 14 heures. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année, puisque c'est le 10e et dernier épisode de l'année, et on se retrouvera, l'année prochaine pour de nouveaux coffee shots. Bonne Merci journée beaucoup. à tous. Au revoir. Merci. Au revoir Cesare. Merci, au revoir. There goes a sight from my soul.